Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui va traiter du système de Bretton Woods. On avait déjà fait une vidéo à ce sujet sur le système et le fonctionnement. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment est-ce que le système a périclité tout simplement, comment le système a été détruit complètement. On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, on a ouvert les inscriptions à notre tout nouveau stage de formation. Donc si vous voulez travailler intensivement, que ce soit en maths ECE, maths ECS, ESA, géopolitique et culture G sur le thème de l'animal, donc évidemment ça concerne les ECE, les ECS en deuxième année. Je vous invite à vous inscrire à ce stage qui est 100% en ligne, qui est limité à 10 personnes par contre par matière. Mais si vous voulez être coaché par des personnes qui ont eu plus de 16 au concours dans les matières considérées et que vous voulez vraiment travailler en profondeur pour progresser, l'objectif c'est ça, c'est la progression, je vous invite à jeter un œil. Dépêchez-vous parce que comme je vous l'ai dit, c'est 10 places maximum. Je m'occuperai pour ma part évidemment de l'ESH. Bon, je ne vais pas vous embêter plus avec ça, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on commence. Tout commence en 1947 quand on s'aperçoit d'une chose plutôt surprenante. La balance des paiements américaine est excédentaire. Donc vous allez me dire c'est plutôt bien une balance excédentaire, ça signifie qu'il y a plus d'entrées d'argent globalement que de sorties, donc c'est plutôt positif pour les fondamentaux d'économie d'un État. En réalité c'est vrai, évidemment c'est vrai, mais pas tout le temps et notamment pas dans le système de Bretton Woods, parce que je vous le rappelle, le dollar est au centre du système. Donc on va s'apercevoir petit à petit d'un paradoxe qui va être ensuite théorisé, c'est ce qu'on va appeler le paradoxe de Triffin du nom de l'auteur, Robert Triffin, qui est écrit en 1960, L'or et la crise du dollar. Alors Robert Triffin, il va nous expliquer que dans le cadre d'un système de change fixe, et notamment là, dans le cadre du système de Bretton Woods, une monnaie au centre du système ne peut pas jouer la fonction de liquidité internationale durablement. Pourquoi? Parce que pour jouer le rôle de monnaie internationale, il faut que cette devise soit émise suffisamment finalement en nombre pour alimenter les échanges internationaux. Donc évidemment, il doit y avoir une création monétaire et potentiellement un déficit de la balance des paiements pour alimenter le monde en monnaie internationale. Mais d'un autre côté, plus on en produit, plus sa convertibilité est menacée et plus il y a finalement des défiances vis-à-vis de la stabilité du système. Donc on aboutirait à un affaiblissement progressif de la confiance qu'ont les États étrangers par rapport à la monnaie internationale, ce qui pose évidemment problème. Bon, en 1947, on s'est rendu compte que la balance des paiements est excédentaire aux États-Unis. Évidemment, on va mettre en place des choses, des réformes pour permettre de faire sortir du dollar des États-Unis et donner aux pays étrangers de quoi assurer les échanges internationaux. D'où le plan Marshall en 1947, qui consiste en une aide accordée par les États-Unis aux pays européens qui va permettre de sortir de la guerre et d'amorcer la croissance des pays européens. Donc ce seront près de 15 milliards de dollars qui vont être versés aux pays européens entre 1947 et 1951. Donc on fait sortir du dollar de la Fed, des caisses américaines, globalement pour contrecarrer un petit peu ce paradoxe de Triffin. Les États-Unis et le monde vont se doter également d'institutions internationales, que sont l'OECE notamment, qui deviendra l'OCDE en 1960, qui va servir à répartir les aides Marshall. Et également la création de l'UEP, l'Union Européenne des Paiements, qui va permettre de coordonner les aides à l'échelle internationale. Donc finalement, en 1961, le déficit de la balance commerciale américaine atteint 18,1 milliards de dollars, alors même que seulement 5 milliards de dollars d'or sont sortis des réserves américaine. Donc ça signifie bien que là on a une volonté véritable de sortir du paradoxe de Triffin et de permettre au monde de disposer de la devise essentielle finalement pour gérer le système, qui est le dollar. Alors dans les années 60, il ne s'agit pas d'un déficit de la balance commerciale totale. Il s'agit uniquement du déficit du compte des capitaux de la balance des paiements américaine. C'est dû au fait simplement de la profusion du dollar dans le monde et c'est également dû à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le plan Marshall et les aides accordées finalement au monde entier. Et se produit dans les années 60 quelque chose de très inamical. Il y a un certain nombre de pays qui vont demander la convertibilité, donc la conversion de leur dollar qui disposent en réserve en or. Mais ça c'est très inamical, notamment dans un système de taux de change fixe, parce que ça aboutit à la perte de confiance évidemment de la monnaie au centre du système. C'est notamment ce que fera De Gaulle, critiquant finalement l'impérialisme américain à cette époque-là. Donc il y a également des mesures
plutôt marginal à cette époque-là, mais totalement déloyal et inamical envers les États-Unis. Bon, ce qui va véritablement affaiblir le système et qui va détruire le système, c'est quand même la profusion des euro-dollars. Qu'est-ce qu'on entend par les euro-dollars? C'est les dollars qui sont détenus par des banques extérieures aux États-Unis. Donc on va avoir une création monétaire qui va être réalisée en dehors du contrôle des autorités monétaires. Donc évidemment, c'est délétère pour le système. Concrètement, les pays étrangers vont disposer de dollars et avec ce dollar-là, ils vont se mettre à les prêter à travers des banques. Et ces prêts vont s'avérer d'autant plus attractifs et intéressants que depuis le Banking Act en 1933 et les grandes réglementations Roosevelt, avec la réglementation Q, il y a un plafonnement, si vous voulez, des dépôts à terme, c'est-à-dire un plafonnement des intérêts sur les placements qui sont à moyen terme. Donc évidemment, il va devenir quasiment plus intéressant d'emprunter du dollar, mais à l'étranger, dans le cas des euro-dollars, plutôt que directement aux États-Unis. Donc évidemment, il y aura la création monétaire, comme je l'ai dit, à l'extérieur et hors du contrôle des États-Unis et de la Fed. Donc c'est délétère pour le maintien d'un système fondé justement sur une convertibilité qui est garantie par un contrôle plus ou moins important de la profusion, si vous voulez, de monnaie. Si vous voulez des chiffres, on passe de 4 milliards d'euros-dollars en 1963 à près de 600 milliards d'euros-dollars en 1960. Donc énorme, c'est énorme. L'augmentation comme ça constatée est juste énorme. Et la première conséquence de ça, c'est que même excédentaire, les États-Unis voient la valeur de leur monnaie diminuer. C'est-à-dire que le taux de change des États-Unis est de moins en moins connecté avec les fondamentaux de l'économie américaine. Et c'est tout à fait délétère pour une économie et pour le maintien d'un système comme celui-ci, fondé sur des taux de change fixes. Bon, évidemment, le problème à tout ça, c'est que le dollar est au centre du système. Donc évidemment, les États-Unis progressivement vont inviter les pays européens à soutenir le cours du dollar en évitant absolument que le cours de l'or soit plus fort sur le marché libre que celui de la parité. Pour ce faire, concrètement, les pays européens, ils vont vendre leur or et acheter du dollar pour soutenir le cours du dollar sur le marché libre. Voilà, c'est une solution progressive, mais c'est ce qu'on va appeler le pool de l'or et c'est très important. Les pays européens vont vraiment s'engager à le faire et ça va permettre au moins temporairement, de maintenir le système en place. Parce que malgré ce qu'on a dit précédemment sur le fait qu'il y a eu des comportements inamicaux en ce qui concerne le maintien du système, le système de Bretton Woods a quelque chose de positif, c'est qu'il est fédérateur, il fédère les pays et les États-Unis finalement permettent la stabilité des échanges internationaux grâce à la stabilité de leur monnaie. Donc évidemment, les pays européens avaient intérêt à maintenir le dollar, d'autant plus que les États-Unis avaient une position plutôt de défense dans un contexte de guerre froide et protéger les pays européens. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il n'y a pas eu de souci à demander et à inviter les pays européens à soutenir le dollar. Bon, comme vous vous en doutez, c'est une solution très provisoire. Les avoirs de réserve en dollars des États-Unis cessent de diminuer alors que dans le même temps, ceux des pays étrangers ne cessent d'augmenter. Donc évidemment, c'est une solution provisoire qui échouera. En 1968, le pool de l'or va définitivement s'arrêter. À noter que la France va quitter le pool de l'or un petit peu avant, en 1966. Bon, au vu de la gravité de la situation, le 15 août 1971, le président Nixon va tout simplement suspendre la convertibilité du dollar temporairement dans un premier temps et va ajouter également des mesures protectionnistes où on va faire une surtaxe de 10% sur les produits importés et mettre en place un plan anti-inflation, mais c'était vraiment imaginé provisoire. Ça ne fait qu'officialiser finalement une situation économique catastrophique qui était bien réelle et un système monétaire international qui se devait d'évoluer ou du moins être réformé. En décembre 1971, on va rétablir la convertibilité, mais avec une dévaluation de l'ordre de 8%. Donc on va passer de 35 $ l'once à 38 $ l'once. Donc ça donne plus de marge de manœuvre. Pareil, on va permettre aux États de pouvoir avoir plus de marge de manœuvre en ce qui concerne la convertibilité et les taux de change. Les devises vont pouvoir varier de plus ou moins 2,25% par rapport au dollar. Donc des mesures là encore d'urgence finalement, mais qui vont permettre un système plus souple et plus facilement maintenable. Sauf qu'on n'a pas réglé le problème de fond qui est la profusion du dollar. Et donc ce système est voué à l'échec, d'autant plus que il y a de plus en plus une déficience sur les marchés monétaires et les marchés des capitaux du système monétaire international et il y a véritablement des anticipations négatives. Le problème c'est que dès qu'on dévalue en système de taux de change fixe, les opérateurs financiers vont
continuer à spéculer sur la dévaluation. Et d'autant plus quand on a une perte de confiance en la monnaie et en système globalement. Donc ils vont retirer leurs capitaux en dollars et finalement ça va qu'accentuer la dévaluation. En anticipant une dévaluation, on ne fait qu'accentuer la dévaluation. En 1972, les pays européens vont d'autant plus se protéger parce qu'ils ont peur finalement que tout cela nuise au flux d'échange. Donc ils vont se protéger dans le cas des accords de Bâle qui sont des accords bilatéraux signés entre eux, qui va là encore resserrer leurs liens et qui va éviter que les taux de change varient de plus ou moins 2,25% entre eux. Donc il y avait une variation limitée à plus ou moins 2,25% entre les devises étrangères et le dollar. Cette fois-ci, c'est entre les pays européens. Le 12 mars 1973, les pays européens décident de ne plus soutenir le dollar. Donc on va maintenir ce resserrement de plus ou moins 2,25%, mais on va laisser les taux remonter. Donc en fait, on va avoir un serpent qui va sortir du tunnel, parce que ce système-là était appelé le serpent monétaire européen. Bon là, voilà, petite expression que vous pouvez mettre dans vos copies. Le serpent sort du tunnel le 12 mars 1973. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram, on est très actifs dessus, on publie des posts et des stories tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.